Les grands entretiens de Storia Voce. Une émission de la rédaction de Storia Voce. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission Storia Voce de nos grands entretiens. En 1989, Arlette Farge, l'historienne moderniste, signe un essai tout à fait délicieux sur le charme de l'archive et le sens de la minutieuse quête de l'historien. Cherchant à recoller les morceaux d'une vie, ou plutôt d'ailleurs de plusieurs vies, le chercheur, l'historien, est toujours tracassé par un vieux document tellement jauni par le temps qu'il en est devenu quasi illisible. Le chercheur est également souvent hésitant à ouvrir ce carton sans importance apparente, mais qui constitue peut-être l'écrin d'un trésor dont seul lui d'ailleurs percevra la valeur. Décrypter pour reconstituer. Chaque peuple, chaque civilisation, chaque société, chaque époque d'ailleurs est un croisement d'individualités, de passions humaines, d'aspirations particulières et même de codes institutionnels. Étudier un personnage, c'est toujours l'étudier au carrefour de plusieurs histoires. Le chercheur est d'ailleurs à ce sujet à l'avant-garde de l'histoire. Il découvre et fait connaître des vies qui ont appartenu au passé et dont les traces sont bien petites par rapport à la richesse de leur existence. Mis bout à bout, ces fragments de vie, qu'il a d'ailleurs dénichés dans ses archives, participent à constituer, mais souvent des années plus tard, la grande histoire, celle qu'on apprend dans les manuels. Nous recevons aujourd'hui, au micro de Storia Voce, Vincent Eguélé, directeur des bibliothèques de la ville de Versailles. Bonjour Vincent Eguélé. Bonjour. Nos auditeurs vous connaissent déjà, vous avez déjà été invité à notre micro pour évoquer le système napoléonien. Et aujourd'hui, nous allons faire quelques bonds en avant pour parler d'Ancien Régime et plus particulièrement de 3 destins d'Ancien Régime. Et en effet, vous venez de publier aux éditions Passé Composé un livre au titre suivant, des hommes d'honneur. Et ce livre, en fait, nous présente 3 personnalités qui n'ont en apparence rien d'extraordinaire. 3 personnalités d'Ancien Régime que vous allez étudier sous le prisme de l'honneur. Une première question sur l'archive, Vincent Eguélé, c'est des cartons d'archives qui vous ont conduit à l'écriture de ce livre ? Alors oui, c'était très bien de citer Arlette Farge au tout début de l'introduction parce que ma démarche, d'une certaine manière, s'inscrit un peu dans celle d'Arlette Farge, même plus qu'un peu. Elle a su nous montrer quel était l'intérêt et le bonheur, finalement, du chercheur d'abord solitaire face à un monceau d'archives qui recèle des informations de tout ordre et de toute importance, la nécessité de les ordonner, et ensuite, après, évidemment, la restitution de l'information pour le lecteur de notre époque, c'est-à-dire qu'il y a toujours un décalage infime ou énorme en fonction de l'époque que l'on traite. Donc, il y a ce décalage qui nous oblige à un effort d'imagination et de faire en sorte surtout de ne pas complètement dévié par rapport à son sujet et à l'époque que l'on traite. Donc, cette notion d'archive, elle irrigue totalement l'ouvrage. Je dirais même que c'est le point principal de mon action d'historien et mon travail, c'est toujours et se fonde encore aujourd'hui sur la perpétuelle recherche, le fait d'en voir beaucoup, parfois de n'en garder qu'un peu, mais voilà, je ne conçois pas la recherche historique telle qu'elle est aujourd'hui sans un véritable travail de fond sur les archives, quel que soit leur support, par ailleurs, mais elles sont indispensables. Donc, en l'occurrence, étant par ailleurs ayant l'autre casquette de conservateur, c'est-à-dire celui qui transmet les documents d'une génération à l'autre, qui fait en sorte que ces documents puissent être conservés dans les meilleures conditions possibles, eh bien, en tant que conservateur, je me pose aussi parfois la question de ce que nous avons en réserve
et de ce qui n'a pas encore eu, la chance d'être traité auparavant. Donc, dans au moins un cas des 3 destins d'Ancien Régime, il y a une véritable découverte à la base, qui est l'ouverture d'un carton non coté, non inventorié, qui n'apparaissait nulle part dans les inventaires de la bibliothèque de Versailles, et de se dire, après tout, je suis quasiment le premier depuis 150 ans à lire ces lettres. Est-ce que je vais me contenter de les classer et de les laisser sur leur rayonnage? Là, pour le coup, comme j'étais déjà dans la démarche d'écriture, que la première partie du livre était déjà achevée, je me suis dit, en fait, ma deuxième partie, je l'ai ici. Donc c'est là encore la notion de hasard est très importante et a totalement commandé. Donc à partir de 3 destins différents, j'ai vu apparaître en revanche une foule de détails qui reliaient en réalité les récits les uns aux autres et qui formaient une toile de fond, celle du dernier XVIIIe siècle. Alors comment vous définiriez une archive ? Alors, il y a la définition toute bête, et encore, je dirais, toute bête et mal choisie, mais il y a la définition simple qu'on apprend notamment à l'École nationale des chartes, par laquelle je suis passé, qui consiste à considérer que l'archive, d'abord, elle émane d'un producteur, que ce producteur peut être une personne physique ou morale, et que elle n'est pas, d'une certaine manière, elle n'est pas infaillible non plus, parce que le producteur, à un moment donné, a été confronté à des sources de problèmes, et l'archive est aussi le miroir qui reflète imparfaitement la vie de ce producteur. Et dans mes trois cas, effectivement, j'ai dû faire la part de ce qui était parfois même entre le mensonge et la vérité, une autre vérité historique plus impérieuse. Et également confronter ces documents à des ensembles plus vastes. Par exemple, l'un de nos personnages s'est retrouvé à la Bastille, donc forcément, qui dit Bastille, il dit aussi toute une réflexion sur la justice de l'Ancien Régime, sur la liberté, et puis donc forcément cette dimension d'honneur, puisque peut-on conserver son honneur lorsque l'on est prisonnier à la Bastille, par exemple? Eh bien, ce genre de questions vont au-delà de la seule archive. Donc, définir l'archive semble simple, c'est ce qu'on laisse derrière soi. Ça peut aller du ticket de métro jusqu'à la photographie, en passant par une ordonnance de médecin. Vous voyez, c'est très vaste en fait. L'archive, c'est tout et c'est rien à la fois. L'intérêt de l'archive, c'est le fond dans lequel elle va se trouver. Donc, un acte notarié du XVe siècle, c'est peut-être très beau, mais s'il est seul, sorti de son contexte et même pour certains encadré, il n'amène plus rien. C'est-à-dire que il est totalement, on lui a coupé les racines. Donc on peut le planter dans un vase, il va tenir le temps qu'il faut, mais au bout d'un moment, l'information qu'il recèle va totalement s'évaporer et on va avoir en fait une infime partie. Dans le cas de la première histoire, le marquis de Guy d'Arcy, on aurait pu penser que c'était le cas de la fleur coupée sans racines. En fait, pour une bonne raison, c'est que le chartrier d'Arcy avait été pillé et brûlé sous la Révolution. Mais, là il y a un mais, il y avait une chance dans ce fond, c'est que l'affaire qu'il relatait, eh bien en fait il y avait tous les tenants et aboutissants. Donc même sur une infime partie d'un chartrier, si on a des premières à la dernière pièce, ou même s'il en manque quelques-unes, eh bien en fait on arrive à reconstituer, à restituer l'ensemble d'un processus historique qui est quand même parfois complexe parce que méconnu, car passant sous les radars de la grande histoire. On dit souvent qu'un fonds d'archives en entraîne un autre. Est-ce que vous pourriez expliquer à nos auditeurs quelles sont particulièrement les archives que vous avez utilisées pour peindre le portrait de chacun de vos 3 personnages? Alors,
vous avez parlé du marquis. Il y a également l'histoire d'un avocat et de son ami. Et en dernière partie, un mercenaire un peu plus connu, dont je vous laisse donc brosser le portrait. Donc nous avons en effet 3 personnages, 4 en réalité, puisque la deuxième partie est l'histoire de l'amitié trahie d'Armand Nogaret et d'Antoine Lebel. Donc la première, c'est l'histoire d'un procès qu'intente le marquis de Gouy d'Arcy à sa voisine, la marquise de Gamache, sur un tout petit point de détail, mais qui en fait va ouvrir. Alors en effet, une archive en amène une autre, mais le point de détail du procès du marquis, en fait, sous-tend quasiment l'intégralité de ce qu'est le droit féodal de l'époque. Et il remet en cause ce droit féodal à partir d'une simple pièce de terre. Donc c'est cet aspect vertigineux qui m'avait totalement, qui avait un peu bouleversé de toute façon mes convictions sur cette époque-là, de partir de quelque chose d'aussi insignifiant pour arriver à quelque chose d'aussi grand, puisqu'on arrive à la fin à une sorte de quasiment de réflexion biblique sur l'origine de la propriété, à qui appartient la terre, est-ce que l'homme appartient à la terre. On en arrive là à la fin, sur d'ailleurs une querelle qui ne connaît pas de fin réelle. Ensuite, après, il y a donc comment survivre dans l'arrière-cour de Versailles, réellement, à travers 2 destins donc assez tragiques. Armand Nogaret, premier commis de Monsieur de Saint-Florentin, donc ministre de la Maison du Roi, et Antoine Lebel, avocat d'affaires, qui se spécialise en réalité dans les affaires de corruption, en réalité, d'une sorte de corruption légale, mais une corruption quand même. Et le tout dernier, en effet, est un jeune mercenaire d'à peine 20 ans, 20-25 ans, qui se retrouve à Ceylan parce que sa famille l'a voulu, donc au tout début des années 1780, et qui va être embarqué dans des histoires invraisemblables, tellement invraisemblables que pendant très longtemps on a cru que c'était une légende, et en fait il suffisait de regarder dans les fonds de la bibliothèque de Versailles pour avoir la clé de la vérité. Alors ce jeune mercenaire d'ailleurs est devenu un académicien donc de l'Académie française, aussi étrange que cela puisse paraître, mais c'est ça aussi l'incroyable foisonnement des années entre 1790 et 1810 où des personnages vivent plusieurs vies en réalité. Et alors, vous avez parlé un peu du procès que Louis de Gouy intente à sa voisine pour une question de terre, mais on lit au début de votre chapitre le fait qu'il va vouloir traîner sa femme quand même devant les tribunaux pour régler une querelle qui est quand même très privée et qui va être portée devant le public pour en fait sauvegarder son honneur. Alors, l'honneur touche quelle partie de la vie? De l'intime, du plus intime au plus... finalement au plus public où il y a quelques thèmes privilégiés. Alors, c'est vrai que Louis de Gouy d'Arcy est un cas quasiment à part dans l'histoire de cette fin d'Ancien Régime, et c'est ce qui m'avait d'ailleurs surpris, parce que lorsque j'avais commencé à travailler sur le procès qui l'opposait à sa voisine, je n'avais pas fouillé en arrière sur les précédents procès qu'il avait eus, et surprise, on se rend compte que juste avant donc de commencer cette action pour quelques détails, véritablement quelques arpents de terre, il avait déjà eu une assez longue procédure contre sa femme. Une procédure à une époque où le divorce n'existe pas, donc il faut bien inventer un moyen ou un autre pour dire qu'il ne souhaite plus vivre sous le même toit, voire même être totalement séparé de corps et de biens, et qu'à cette époque-là, il fallait des motifs extrêmement graves pour motiver cette procédure. Sauf que, bien sûr, l'angle qui a été choisi par la marquise de Gouy, c'est-à-dire accuser son mari de tentative d'assassinat contre elle, s'est retourné contre elle parce qu'elle ne possédait aucune preuve réelle de ce qu'elle avançait. Néanmoins, je m'étais dit, mais en effet,
le procès qui a opposé le marquis à son épouse a fait de lui un personnage assez infréquentable. Il n'osait plus se montrer à la cour parce que on avait dit toutes sortes de choses sur son compte, et donc il s'est réfugié dans sa campagne, et là il ne peut pas s'empêcher de recommencer. Ça, ce serait dans un monde, je dirais, où les choses apparaissent, je dirais, presque de façon normative, un peu comme dans notre époque. En réalité, ce n'est pas lié. Mais néanmoins, ça nous en dit long sur cette passion de la procédure judiciaire qui existe sous l'Ancien Régime, où on fonde son existence propre à travers les procès que l'on intente, et souvent en effet sur des questions d'honneur. Je pense que Louis de Gouy d'Arcy, dans la procédure qu'il a opposée à sa femme, n'était pas opposé à l'idée d'une séparation de corps et de biens, tout simplement parce que, comme je l'indique à un moment dans le livre, le mari et la femme n'avaient plus rien à se dire, comme dans l'immense majorité de couples qui se séparent à un moment donné de leur vie, qu'il n'y avait pas de procédure de divorce et qu'ils auraient pu trouver le moyen de vivre chacun de leur côté, sauf que ce sont deux caractères très passionnés l'un comme l'autre et qui se sont lancés à corps perdu dans des procédures qui les ont totalement dépassés et qui sont arrivés sur la place publique, ne serait-ce aussi que parce que l'avocat de Louis de Gouy d'Arcy pour cette procédure-là est une sorte de Dupond-Moretti de l'époque, Simon Linguet, j'en dis beaucoup de bien d'ailleurs dans le livre à un moment donné, et que Simon Linguet c'était aussi l'avocat du Chevalier de la Barre, donc c'était quelqu'un qui avait l'habitude de médiatiser les procès. Et lorsque ensuite après la procédure prend fin, sa femme perd, en effet il est assez dégoûté du monde et il s'enfuit dans sa campagne pour ne plus trop en ressortir. Se commence cette nouvelle procédure qui en fait semble être plus une procédure encore plus je dirais importante pour lui que la précédente, qu'il opposait pourtant à sa femme, c'est-à-dire que là, la question de l'honneur, alors il y avait l'honneur du mari en jeu, elle a été plus ou moins réglée devant le tribunal, mais là, c'était la question principale qui se posait. Est-ce que je suis en mesure de rendre foi et hommage à ma voisine en tant que vassal, alors qu'elle pourrait me rendre en retour foi et hommage, et ainsi serions-nous égaux? Et donc, cette question-là de l'égalité, finalement, il l'avait déjà, en effet, un peu agité dans la question du procès de son pseudo-divorce, dans le sens où il avait estimé que il n'était pas parti à armes égales contre sa femme, que celle-ci avait l'émotion publique de son côté, alors que lui apparaissait comme le méchant de l'affaire. Là, il essayait de remettre les pendules à l'heure. Mais encore une fois, c'est très difficile de lier les affaires les unes aux autres, parce qu'à aucun moment, notamment la marquise de Gamache, ne prend prétexte, par exemple, des problèmes maritaux de son voisin pour essayer de lui nuire. On voit bien que la question de l'honneur, elle se niche en fait à des degrés divers. Et que l'honneur du marquis, qu'il avait d'ailleurs très bien défendu sur les champs de bataille, avait à souffrir d'autres éléments qui pouvaient remettre en cause sa condition. J'espère que je suis assez clair sur cette question-là, mais elle est effectivement, c'est une question qui est comme pour beaucoup de choses sous l'Ancien Régime, qui ne s'accorde pas avec des réponses toutes faites, comme on le fait malheureusement assez souvent en histoire, où on décrète des choses, et une fois qu'on a un bon théorème, eh bien, on case comme on peut les cas les uns après les autres. Mais là, non. Alors, vous avez parlé donc de retrouver l'honneur en procès, si je peux m'exprimer ainsi de façon très schématique. Est-ce qu'on peut retrouver son honneur autrement ? Déjà, c'est très intéressant de voir que une décision judiciaire peut vous rendre votre honneur ou non, mais que vous n'êtes pas obligé déjà à l'époque de suivre la décision judiciaire en question. Parce qu'en fait, le marquis de Gouy se prend un certain nombre de défaites judiciaires extrêmement sévères contre lui. Et dans beaucoup de cas, en fait, on le voit, il ne respecte pas la décision qui est prise. Parce qu'il en a la possibilité, il en a le pouvoir. Là encore, souvent parce qu'il est détenteur des pièces d'archives, d'où l'intérêt d'ailleurs de l'archive, au début on en parlait, il est détenteur des pièces d'archives, il en est propriétaire, et que la personne qui a gagné son procès contre lui est bien embarrassée, vu que c'est le marquis qui est détenteur, on va dire, des pièces qui prouvent sa propre culpabilité, ou du moins son défaut par rapport à celui qui l'accusait.
Donc, évidemment, là on voit toute la limite de l'exercice judiciaire sous l'Ancien Régime, c'est que on peut avoir une décision qui est prise, on n'est pas dans l'obligation de s'y conformer si après tout on a la force avec soi. Et là, la force du droit féodal est quand même assez importante, c'est-à-dire que même si vous avez un huissier de justice qui vient sonner à votre porte, à votre château, pour prétendre vous faire payer l'amende à laquelle vous avez été astreint, en fait, vous pouvez lui répondre essayez. Essayez, et c'est ce que fait le marquis de Douy pendant des décennies. Il rend fou la plupart de ses voisins contre qui il a perdu des procès, parce que ces procès-là, finalement, ne reçoivent jamais leur conclusion totale. Et là, on voit apparaître un autre champ tout à fait intéressant, qui est souvent négligé d'ailleurs, et qui apparaît moins d'ailleurs dans les pièces d'archives, c'est le règlement à l'amiable. C'est les régisseurs qui, sachant que leurs aristocrates de patrons n'ont pas réussi à se mettre d'accord, vont eux trouver le bon terrain d'entente concernant les champs, la chasse, tous ces aspects où l'honneur justement de leur patron était mis en cause. Alors, est-ce qu'on peut dire de facto que l'honneur s'apparente à la force et réussir à montrer qu'on est gagnant dans la situation ? Oui, parce qu'il y a une question, je pense, de violence quand même derrière, qui est alors à la fois la violence dite de l'État, puisque c'est l'État en tant que détenteur de la justice qui rend des décisions qui peuvent être contraires à l'honneur. Donc, par exemple, c'est le cas d'Étienne de Jouy à Ceylan. Là, il n'y a pas de véritable force étatique, mais c'est la Compagnie des Indes néerlandaises qui détient cette notion de justice. Or, il apparaît très vite qu'il n'a aucune chance d'avoir un procès équitable dans l'affaire de la profanation du temple qui l'oppose à cette Compagnie des Indes néerlandaises. Et il n'a d'autre choix que la fuite, une fuite très violente, puisque justement l'un de ses amis meurt noyé au cours des différentes péripéties qu'il traverse. Et donc, oui, il y a une question de force réelle, mais du coup, la personne qui estime que son honneur est en cause va littéralement devoir se révolter contre un état de fait. Alors, soit en utilisant lui-même des arguments juridiques, c'est le cas par exemple du marquis de Gouy, qui a quand même fait appel à des véritables virtuoses du droit de l'époque. Hein. Il y a Simon Linguet que je citais, mais il y a un autre, alors lui beaucoup plus inconnu, mais la plaidoirie est absolument remarquable, qui s'appelle Maître Babille, qui d'ailleurs porte très bien son nom, si on peut se permettre. Et puis on a aussi parfois même dans le cas d'Antoine Lebel qui se retrouve à la Bastille, il voit les possibilités de sortie qui existent, mais elles sont effectivement extrêmement violentes, puisqu'elles consistent tout simplement à faire appel à ceux qui passent pour les ennemis de la monarchie à l'époque, c'est-à-dire le Parlement. Donc on le voit, et il y a toute une sorte de bouillonnement intense dans lequel la question de l'honneur arrive à se fondre et d'une certaine manière n'est pas vraiment remise en cause en fonction de la latitude géographique où l'on se trouve ou sa qualité propre. C'est-à-dire que sur la plupart de nos personnages, à l'exception du marquis de Gouy, on n'a pas de noble. Voilà, c'est-à-dire que Armand Nogaret, Antoine Lebel ou Étienne de Jouy appartiennent plus à la petite bourgeoisie ou à la grande bourgeoisie qu'à l'aristocratie, mais d'une certaine manière, ils ne lient pas leur naissance à la question de leur honneur personnel. Alors, vous venez d'évoquer votre deuxième partie. Donc, c'est l'histoire d'une amitié. Donc, Armand Nogaret et Antoine Lebel, qui sont très proches. Et en fait, est-ce que c'est l'honneur, enfin, c'est cette nécessité de gagner son honneur qui va être la cause de la fin de cette amitié ? Oui et non, je sais pas. En fait, c'est une question qui reste totalement suspendue dans ce récit, même si on voit qu'à la fin, Antoine Lebel et Armand Nogaret se sont totalement décrédibilisés aux yeux de l'opinion. Ni l'un ni l'autre n'arrive à rebondir après cette terrible affaire de l'apanage du comte d'Artois qui en conduit un
à la Bastille et l'autre forcé de démissionner de sa charge de trésorier. En fait, là pour le coup, on a véritablement deux personnalités. Alors d'abord, disons-le tout de suite, extrêmement attachantes, parce qu'on a leur correspondance échangée sur pratiquement 20 ans. Et au cours de ces 20 années, ils se sont à peu près tout dit, tout écrit, un peu comme nous échangeons des SMS. C'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que eux, nous, on n'arrivera pas dans 200 ans à lire nos échanges de SMS, mais eux, on peut encore. Et alors, c'est parfois des billets extrêmement courts, mais qui en disent très long sur leur façon de voir les choses et surtout de concevoir aussi la vie dans ses aspects bien sûr, les plus triviaux, mais aussi parfois les plus sublimes. Donc, de toute façon, avec Armand Nogaret et Antoine Lebel, je crois que j'ai atteint là un certain degré que beaucoup d'historiens rêvent parfois d'atteindre, qui est celui de pouvoir se faufiler à l'intérieur de l'intime, du plus intime même de personnages qui ont vécu il y a de cela très longtemps, et de ne rien inventer par rapport à ce qu'ils ont vécu. Tout ce que je dis ici, finalement, je l'ai ressorti tout simplement de leur correspondance. Parfois, je me contente même de citer ce qu'ils s'écrivent, parce que c'est déjà très bien écrit, c'est le français du XVIIIe siècle. Mais l'affaire qui finira par les opposer est aussi, d'une certaine manière, une fable qui est celle, je dirais, qu'on retrouve souvent dans pas mal de fables de La Fontaine, qui est la fable de la condition sociale, parce qu'il se rêve comme gravissant des échelons qui sont de plus en plus larges et de plus en plus espacés et qui sont de plus en plus dangereux. Et croyant tout connaître des rouages, ils se font broyer finalement par la machine qu'ils contribuaient à faire fonctionner. Donc oui, il y a cette dimension de fable de la condition sociale, et en même temps il y a tout le contexte de la première révolution, qui est celle de la réforme de Maupoux, des parlements, les grandes inimitiés qu'ils ont pu voir surgir, soit contre leurs protecteurs, soit contre eux-mêmes, parce qu'on ne peut jamais contenter quelqu'un ou son réseau totalement à cette époque-là, et parce que dans cette société de l'Ancien Régime, la question de l'individualité reste une question un peu taboue. On ne peut pas être individu. On est dans une communauté, d'abord tout simplement une communauté catholique, dans une communauté ensuite après urbaine ou rurale, dans une communauté aussi de réseaux. Et là, les réseaux de la cour sont parmi les plus effroyables qui puissent exister. Et donc, Armand Nogaret, qui prévient d'ailleurs Antoine Lebel qu'il est en train de commettre des erreurs, est lui-même à la fin entraîné dans la chute de son ami, alors qu'il connaissait parfaitement la façon dont fonctionnait la cour. Sauf que, ayant lui-même perdu son protecteur principal, il a perdu une partie de sa vision. C'est très éclairant cette histoire sur la façon dont fonctionne le pouvoir en réalité. Voilà. Après, je crois que me suis un peu éloigné de la question première, qui était. Est-ce que c'est leur amitié qui va, mais vous avez en partie répondu. Oui. C'est finalement ils vont sacrifier leur amitié pour pouvoir garder leur honneur. Et je rajoute une question également. Dans cet ancien régime, quand on se rend compte que il y a une volonté d'ascension sociale, il y a une volonté de plus de pouvoir, plus d'argent, plus d'honneur, mais en fait jamais vraiment une volonté de destituer et de détruire l'ordre qui est en place. Tout à fait. Ça, c'est aussi l'un des grands enseignements que l'on peut voir à travers les documents, les correspondances. C'est que la notion de renverser l'ordre des choses n'est pas naturelle, parce qu'on est dans un ordre naturel déjà, et que au départ, d'ailleurs je crois que je le disais déjà dans Napoléon et les siens, la révolution est d'abord perçue comme contre-révolution, c'est-à-dire dans le sens où on essaye de rectifier des abus pour revenir à un état qui est beaucoup plus proche de l'état naturel, c'est-à-dire où chacun est à sa place en fonction de son occupation, de sa profession, c'est-à-dire une société d'ordre
en réalité, et dans une société d'ordre, mais qui fonctionnerait de façon juste, dans laquelle le paysan aurait à manger à sa faim, dans laquelle les impôts ne seraient pas excessifs, et dans laquelle le roi serait véritablement, en effet, le père de tous ces sujets. C'est à ça que, d'ailleurs, aspirent la plupart des révolutionnaires de 1789 et qui vont être ensuite, après, être emportés par une vague beaucoup plus radicale et, d'ailleurs, que même ceux qui ont contribué à la déchaîner n'ont pas réussi ensuite, après, à résister contre cette vague. La plupart d'entre eux en sont morts. Et on voit apparaître en effet dans l'histoire de l'amitié d'Antoine Lebel et d'Armand Nogaret une sorte de révolte contre l'injustice, il est vrai, et qui d'ailleurs finit par avoir raison de leur amitié. Mais l'injustice, quelle est-elle réellement? C'est l'envoi en effet à la Bastille sans autre forme de procès. Donc là, à partir de ce moment-là, on se rend compte que on est privé de ces véritables moyens de défense, mais là aussi, on revient aussi à beaucoup de présupposés sur la société de l'Ancien Régime. On voit que Lebel à la Bastille réussit à organiser quand même sa défense. Parce que déjà il est avocat, donc il connaît tout du droit, mais parce qu'on lui en offre la possibilité, et aussi infime soit-elle, eh bien son affaire, il réussit à faire en sorte qu'elle devienne un élément d'une affaire beaucoup plus importante qui regarde jusqu'au tréfonds même de la monarchie absolue. En fait, ça veut dire que quelles que soient les couches sociales à laquelle ces hommes appartenaient, ils avaient cette possibilité de défendre leur honneur. Oui. Ils n'étaient pas du tout figés, en fait, dans un carcan social qui les empêchait de... Il y avait une relative liberté, en fait, par rapport... Du moins cette question. Tout à fait. D'ailleurs, on le voit avec le cas des paysans du Marquis de Guidarcy, parce que ça, j'en parle aussi dans la première partie. Mais on a un paysan, par exemple, je crois qu'il s'appelle Léonard le Vieil, qui se met à attaquer ses voisins comme le fait le Marquis. C'est très intéressant de voir que finalement, les querelles des aristocrates peuvent être aussi les querelles des paysans, et exactement pour les mêmes motifs. C'est-à-dire le fait de disposer de la pâture dans tel ou tel champ. Il en a les preuves. Il y a des décisions de justice qui sont rendues mais qui ne sont pas appliquées, et finalement on trouve un accord à l'amiable avec le notaire du lieu qui est mandaté par les différents régisseurs des parties opposées. Et finalement, on trouve un modus vivendi qui va au-delà de la seule décision juridique en bonne et due forme, avec en pliation et sceau à poser. Donc on le voit réellement, cette notion, en réalité, elle traverse toutes les couches de la société jusqu'au plus modeste. Et peut-être même que c'est une notion qui va de toute façon survivre à la Révolution, elle va muter, mais dans l'esprit de nombre de Français, il est évident qu'on a essayé d'attenter à travers un certain nombre de dispositions révolutionnaires à ce qui pouvait être une forme d'honneur, c'est-à-dire leur liberté de conscience. Alors, je ne vais pas dire qu'il y avait une liberté de conscience qui existait sous l'Ancien Régime, puisqu'il y a une religion d'État, etc., mais je dirais une certaine possibilité d'avoir recours au réseau, avoir recours aux solidarités familiales, aux solidarités commerciales, économiques qui existaient et qui ont été globalement entièrement refondues par le phénomène révolutionnaire. Et c'est pour ça d'ailleurs que les fruits de la Révolution vont être aussi longs à être cueillis d'une certaine manière, parce qu'il va y avoir une contre-réaction, enfin une réaction épidermique par rapport à ce qu'elle a remis en cause, et ce que je décris à peu près dans chacune des parties. Est-ce qu'on peut considérer l'honneur sous l'Ancien Régime comme une vertu morale qui sera à peu près l'équivalent d'une dignité? C'est-à-dire que même un brigand sous l'Ancien Régime ou un criminel peut estimer avoir agi dans l'honneur
si telle ou telle personne l'avait insulté ou qu'il avait répondu ou qu'il avait agi de telle ou telle façon. Par exemple, je pense qu'un bandit comme Mandrin peut tout à fait être considéré comme un bandit d'honneur sous l'Ancien Régime. Et d'ailleurs, les personnes qui assistent à son procès et à son exécution considèrent en effet que il n'est peut-être pas celui que on a décrit, ou du moins il y a on le voit dans les différents libelles, dans les différents écrits de l'époque, il y a de véritables débats. D'ailleurs, j'ai pris une phrase de Montesquieu pour aller dans le sens de ce récit, qui est en effet que l'honneur ne connaît point de loi et qu'il est capable de se révolter lorsqu'il estime qu'il est menacé ou remis en cause. Cette révolte de l'honneur, elle peut en effet être celle de n'importe qui sous l'Ancien Régime, qu'on soit apothicaire, soldat, marchand, aristocrate. Et d'ailleurs, Voltaire va d'une certaine manière reconsidérer aussi cette affaire-là, parce que il va considérer par exemple que la cour est l'endroit où l'homme d'honneur par excellence, donc l'aristocrate qui se réclame de valeurs immémorielles, va perdre son honneur en se compromettant dans différents jeux d'intrigue, alors que on le voit avec Armand Nogaret et Antoine Lebel, pas du tout. C'est une autre manière de prolonger justement cet état honorable auquel ils aspirent, et d'ailleurs un état qui est, je dirais, en perpétuelle révolution. Et d'ailleurs, là, pour le coup, j'en reviens à la conclusion du livre. C'est un élément qu'on trouve dans le droit romain. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de voir cette permanence qui nous vient d'il y a plus de 2000 ans et qui était déjà extrêmement lointaine pour nos hommes en question, et femmes, parce qu'il y a aussi beaucoup de femmes dans ce récit-là, il ne faut pas les oublier. C'est l'état du citoyen romain qui peut perdre une partie de son honneur mais en conserver une autre. Donc c'est ce qu'ils appelaient l'existimatio, voilà. Et donc cette notion-là, c'est-à-dire que si on est un proxénète par exemple sous la Rome antique, on est d'office amputé d'une partie de son état honorable, mais c'est pas pour autant qu'on est totalement banni de la communauté, créant, je dirais, de l'économie, et créant du lien dans cette communauté, parce qu'on a besoin des proxénètes aussi. Enfin, là, je parle pas en mon point de vue personnel, je parle en mon point de vue d'historien et en considérant les choses telles qu'elles étaient sous la Rome antique. Mais par ailleurs, si le proxénète décidait d'arrêter d'être proxénète et liquidait ses affaires, pouvait tout à fait revenir à un état honorable qu'il avait provisoirement perdu. Et donc cette notion-là a traversé véritablement les siècles, même le Moyen-Âge, et d'une certaine manière, on la retrouve au XVIIIe siècle, certes extrêmement repensée, remodelée, mais on peut le voir, elle est d'une certaine manière attachée même à l'idée qu'on peut se faire de l'homme et de l'homme en tant que objet historique et d'étude. Alors je voulais vous poser une question en pensant justement à cette querelle des deux époux dans votre première partie. Est-ce que l'honneur et le déshonneur va toucher toute une famille ? Par exemple, si un homme est déshonoré, sa femme va être également déshonorée, ou on commence quand même à avoir un honneur plus individuel, et j'ai l'impression que c'est ce qui se dégage de cette querelle de votre première partie entre les deux époux. Oui, évidemment. On le voit, il y a de plus en plus d'éléments qui penchent vers une notion individuelle de l'honneur. Et d'ailleurs, c'est tout le combat du marquis de Gouy, alors moins bizarrement contre son épouse que dans le combat qu'il oppose à sa voisine. C'est-à-dire qu'il estime qu'il est tout aussi honorable pour sa voisine d'avoir à rendre foi et hommage à lui-même que lui de lui rendre cette foi et hommage. Mais là, ils ne sont plus considérés comme des éléments d'un ordre féodal qui les comprend dans une globalité plus importante, mais en tant qu'individu. La voisine, la marquise de Gamache, est tout aussi honorable que le marquis de Gouy. Et c'est ça le sens de son combat, et en cela il est très intéressant, mais en effet,
une condamnation, notamment une condamnation à la confiscation des biens. Par exemple, c'est le cas de Damien, celui qui tente, d'ailleurs j'en parle dans la deuxième partie, puisque l'attentat d'Amiens précède de quelques mois à peine le début de l'amitié de Nogaret et de Lebel. Donc on voit que Damien a essayé donc d'attenter à la vie du roi, et non seulement il va être condamné à mourir de façon atroce, mais sa famille, qui n'avait vraiment rien à voir dans cette affaire-là, puisque c'est le coup de folie d'un homme seul, va être banni hors de France, perdre ses biens. Et là, il y a un débat déjà à l'époque qui agite l'opinion, qui est repris en grande partie d'ailleurs par les penseurs des Lumières, et bien sûr l'inévitable Voltaire, mais pas seulement lui. C'est en effet l'acte d'un homme contre la société, contre le roi, contre la religion, quel que soit l'acte de cet homme, implique-t-il que la société se venge aussi sur les siens? Non, théoriquement non. Mais ceci dit, aujourd'hui, quand vous prenez un cas aussi complexe que celui qui vient de surgir dans le cas de la préfecture de Paris, on retrouve les mêmes choses. Est-ce que l'entourage de l'homme qui a commis cet acte-là est également responsable de la même manière? Doit-il subir? Alors c'est vrai que l'Ancien Régime, lui, ne s'embarrasse pas de questions, il répond oui à tout, et c'est la peine maximale sans véritable possibilité d'appel. En revanche, nous, on en est arrivé peut-être à un degré plus policé, mais les questions restent quand même les mêmes, d'un siècle à l'autre, d'une génération à l'autre. Une question donc et une problématique, celle de l'honneur, qui sont de l'Antiquité à nos jours toujours autant d'actualité. Merci beaucoup Vincent Eguelet pour nous avoir introduit ces trois personnages. Je rappelle le titre de votre ouvrage pour nos auditeurs, Des hommes d'honneur, trois destins d'Ancien Régime, un livre qui se lit comme un roman, mais qui s'appuie sur des fonds d'archives et des fonds d'archives primaires, et ce qui rend votre ouvrage excessivement intéressant. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour votre écoute et votre fidélité, et à très bientôt pour une nouvelle émission Storia Voce.